On va parler dopage à présent dans le sport. C'est aujourd'hui que sort la deuxième partie du rapport de la Fédération internationale d'athlétisme. Alors, concernés, les athlètes russes, leur fédération, depuis novembre, vous le savez, ils sont littéralement empêchés de travailler. Le point en image. Des emails, des lettres et plusieurs rapports. La Fédération internationale d'athlétisme était au courant depuis 2009 du dopage dans l'athlétisme russe. Un usage systématique révélé par l'agence de presse américaine Associated Press. Les deux fédérations auraient ensemble masqué le dopage sanguin des athlètes russes lors des Jeux olympiques de Londres en 2012. C'est une lettre de Pierre Weiss qui fait éclater le scandale. L'ancien secrétaire général de l'instance internationale s'adresse à celui qui était à l'époque trésorier de la fédération, aujourd'hui suspendu à vie. Les valeurs sanguines des athlètes russes deviennent tellement problématiques que des mesures immédiates et drastiques doivent être prises. En novembre dernier, la Fédération internationale d'athlétisme a suspendu la fédération russe, suspendue pour une durée indéterminée, suspendue pour dopage organisé de manière systématique. Impossible depuis pour les athlètes russes de disputer la moindre compétition internationale. Naturellement, les athlètes le vivent très mal. Beaucoup dénoncent des accusations calomnieuses. Je peux dire que je ne me suis jamais dopée. Nous sommes devenus victimes de cette situation. Ce jeudi, une commission indépendante de l'Agence mondiale antidopage publie la deuxième partie du rapport. Deuxième rapport qui paraît donc aujourd'hui, deuxième partie du rapport qui paraît donc aujourd'hui. Nous sommes à présent en ligne avec Jean-Pierre de Montenard. Bonjour, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Alors vous êtes médecin du sport, spécialiste du dopage. La publication, on vient d'en reparler, du premier volet du rapport dans le dopage dans le milieu de l'athlétisme, elle avait été vécue, on s'en souvient, comme une véritable onde de choc. Pourtant depuis, peu de choses ont changé. Comment vous expliquez cette inertie ? Le problème, il date depuis le début de la lutte antidopage, c'est que le dopage et sa lutte sont entre les mains des instances sportives. Donc c'est illusoire de croire qu'ils vont se tirer une balle dans le pied. La seule façon de progresser, c'est que tous les gens qui ont accompagné le dopage au plus haut niveau de ces instances, on parle de l'athlétisme, mais dans d'autres sports, c'est exactement pareil. Il faut que ces gens-là partent. Donc là, on a mis Lamine Diack, le président précédent, est parti à la fin de l'année dernière. Et il faut que Sébastien Coe fasse de même. Il était déjà impliqué dans le sens où il y a des doutes sur l'organisation des championnats du monde à Oregon, la base de Nike, alors qu'il est payé par Nike. Je veux dire, c'est magouille et compagnie. Tant que alors, mais est-ce que du coup, Jean-Pierre de Montenard, est-ce que du coup, c'est possible pour les sportifs d'exploser des records sans qu'on se pose automatiquement la question du dopage? Je pense par exemple à Usain Bolt. Mais bien sûr qu'on est obligé de se poser la question. Le doute, avant, on parlait toujours de présomption d'innocence. Aujourd'hui, c'est le doute maximal. Vous ne pouvez pas penser un seul instant qu'un record battu l'a été fait sans produit facilitant la performance. Depuis le début, j'ai des doutes sur Bolt. On peut pas. Alors c'est dramatique pour lui, parce que d'un autre côté, les athlètes clean entre guillemets ne peuvent pas démontrer qui sont clean. Mais le verre est dans le fruit, c'est plus ou moins ce que... pour résumer votre propos. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Et puis je rappelle votre livre, Le Dico du dopage, votre livre qui est à paraître aux éditions Masson. Alors maintenant, on va continuer à parler du dopage, l'histoire du sport, Virginie, qui est truffée de cas de dopage qui dépassent largement, bien évidemment, l'athlétisme. On va en revisiter plusieurs ensemble. Oui, Nathalie, effectivement, on parle beaucoup de dopage dans le cyclisme, mais il faut aussi dire que ça ne remonte pas seulement à l'affaire Festina et Lance Armstrong. Je vous invite à revisiter l'histoire. Nous sommes en 1967. Le cycliste Tom Simpson peine dans l'ascension du Mont Ventoux. Nous sommes sur le Tour de France. Le Britannique finit par s'écrouler. Il succombera pendant son transfert à l'hôpital. L'autopsie conclut à un syndrome d'épuisement. Dans son sang et ses urines, on retrouve une quantité non négligeable d'amphétamine. Il faut préciser qu'à l'époque, les coureurs n'avaient pas le droit de s'hydrater sur les étapes, ce qui est aujourd'hui le cas.
Alors on va quitter le Mont Ventoux, si vous le voulez bien, pour se rendre aux Jeux Olympiques de Séoul. Oui, nous sommes en septembre 1988. Le monde a les yeux rivés vers la Corée du Sud et sur la ligne de départ, le sprinter canadien Ben Johnson, mais aussi Carl Lewis, son grand rival. Ces deux coureurs, deux foulées, deux styles et 9 secondes 79 centièmes plus tard, c'est Ben Johnson qui passe la ligne d'arrivée. Il est reconnu coupable de dopage aux stéroïdes anabolisants après un contrôle positif. Il tentera un retour 2 ans plus tard. Mais le ver est dans le fruit, vous le disiez, il ne reviendra jamais au plus haut niveau. Alors on a parlé beaucoup d'hommes, qu'en est-il des femmes à présent? Et oui, les femmes aussi, et on va parler maintenant d'une américaine, Marion Jones. Elle a 25 ans quand elle triomphe au JO de Sydney. Nous sommes en 2000, elle rafle 3 médailles d'or et 2 de bronze. C'est un véritable record, mais en pointillé depuis le début de sa carrière, des soupçons de dopage. Dans un premier temps, la star de l'époque de la délégation américaine nie farouchement s'être dopée. Et puis en 2007, elle reconnaît avoir pris des stéroïdes depuis 1999. Le résultat est sans appel, elle est obligée de rendre ses 7 médailles.